il avait été imputé, on va dire en son temps, à ceux qui venaient d'avoir le pouvoir après les élections de 2000. Vous, aujourd'hui, lorsque vous revenez là-dessus, parce qu'on avait dit aussi que ça avait été une machination de l'opposition en son temps pour parler de Chanier. Vous, en tant qu'intellectuel ivoirien, en tant qu'observateur, en tant que leader d'opinion, si on veut faire un temps d'arrêt sur ces Chaniers, vous l'imputez à qui au jour d'aujourd'hui? Non, je ne peux pas l'imputer parce que je n'ai pas mené l'enquête. En 2000, j'étais juste administrateur civil, sorti de l'ENA, j'avais aucune responsabilité, j'étais à la commission électorale. Donc, je n'ai pas enquêté, je ne suis pas magistrat non plus, je n'ai pas enquêté, je n'ai pas eu accès aux sources. Et même si je l'avais, ce serait des choses peut-être que je ne dirais pas sans autorisation, mais je n'ai pas travaillé sur ce dossier. J'étais moi dans les rues, je me rappelle très bien. Mais en tant qu'observateur, justement, vu que vous à l'époque, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. À l'époque, j'étais jeune. Mais en tant qu'observateur en son temps, par exemple, lorsque certains imputaient cela au nouveau pouvoir qui arrivait, on disait que c'était une machination de l'opposition pour justement discréditer le pouvoir qui allait se mettre en place. Et forcément, c'est resté un peu un boulet qui a enchaîné. Bon, c'est vrai qu'on était en train de progresser par rapport à 2001, 2002, où il y a eu des crises, il y a eu des complots de la Mercedes noire. Vous allez arriver là-dessus pour parler de cette tradition de crise que la Côte d'Ivoire connaît depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Mais moi, j'ai voulu qu'on fasse un temps d'arrêt sur ça. Oui. Un petit mot là-dessus, rapidement, et puis on va progresser. Moi, j'ai une démarche scientifique. Je veux vous dire, j'ai géré telle crise, voici les raisons profondes, voici ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas géré la crise de 2000, j'étais trop jeune à l'époque. J'avais à peine 30 ans. Et moi, je me rappelle, j'étais à la commission électorale, j'étais assistant personnel, assistant du président de la commission électorale de l'époque. Et je me rappelle avoir traversé la ville avec ma voiture. Cette année-là, j'ai vu des corps partout, des cadavres dans la ville, pour arriver chez moi à la maison à l'époque, à Blocos. Donc, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé, qui a raison, qui n'a pas raison. Mais il y a des instances qui étaient habilitées. Mais je sais, c'est une crise grave parce que j'étais à la commission électorale quand nous avions été envahis par les militaires et qu'il y avait une tentative de proclamer les résultats en dehors de la CEI. Donc, je ne peux pas vous dire telle personne, telle responsable n'est pas là. Mais j'ai constaté qu'en 2000, il y a une crise grave. Et de là, peut-être est partie aussi peut-être la suite de la crise. Donc, ça, c'était en 2000. Je disais, il y a eu le Chanier, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une élection chaotique en 2000 qui a été très difficile, qui a été suivie par le monde entier. Et il y a eu un nouveau pouvoir, lequel pouvoir a dû faire face aussi à des réactions. Et ça a conduit à un coup d'État en 2000, 2002. Ensuite, je parlais du cycle de 10 ans. On arrive en 2010. Entre 2000 et 2010, il y a eu une rébellion. Il y a une élection en 2010, il y a eu une autre élection chaotique. Ensuite, 2020, des élections. Donc, ça fait 10 ans depuis notre indépendance. Tous les 10 ans, nous avons des crises. Je l'entends bien. Mais 2002, pour vous, qu'est-ce qui motive un coup d'État ou bien une rébellion en 2002? Parce que c'est un coup d'État qui s'est mué en rébellion armée et qui a duré pendant de nombreuses années. Qu'est-ce qui motive en cette période-là, en 2002, une rébellion? Bon, il y a un ensemble de raisons. Peut-être qu'on peut, au lieu de parler de 2002, peut-être qu'il faudrait qu'on parle de 2002, mais par rapport à l'ensemble des crises qu'il y a dans la sous-région actuellement. Vous savez, un pays a une évolution. Non, ça, on va arriver à ça tout à l'heure. Un pays a une évolution interne. En 2002, d'abord, par principe, tout ce qui est prise de pouvoir par les armes est condamnable. Et moi, je condamne. Ça, c'est clair. Je l'ai dit dans d'autres plateaux, je le répète aujourd'hui. Parce qu'on ne construit pas la démocratie comme ça. On a connu des séries de coups d'État en Afrique et ça n'a pas enrichi le peuple, les différents peuples qui ont eu des coups d'État. Les pays qui ont eu les plus de coups d'État sont les pays qui ont été les plus instables, les plus difficiles et qui ont aujourd'hui même des petits retards de développement ou de grands retards de développement. Donc, c'est condamnable. Mais je dis encore une fois que pendant qu'on condamne, on fait en sorte que ça n'arrive plus, on cherche les motifs. Et en 2002, on sortait d'une élection difficile. Il y avait une situation d'identité nationale recherchée. Il y avait, selon certains groupes, des tentatives d'exclusion. Il y avait, selon certains autres, des bâillonnements. Selon certains autres, ces récriminations développement devaient conduire à je dis, je condamne tout coup d'État, mais j'explique ce qui était là. Parfait. Je condamne tout ce qu'il y a comme coup d'État. Aujourd'hui, demain, je répète. Mais on va au-delà d'une condamnation. Qu'est-ce qui se passait donc en 2002? 2002, pratiquement, on était à la conjonction de situations négatives en Côte d'Ivoire. On avait connu une élection en 2000 difficile, pratiquement chaotique, et on avait des groupes en exil, on avait une situation politique totalement confuse, et donc tout ça a mué dans une explosion qui a été cette tentative de 2002, et qui continue d'avoir des effets jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est pour cette raison que quand on regarde ce qui s'est passé en 2002 en Côte d'Ivoire, on se dit, avec les événements d'aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention dans l'analyse de vie politique. Lorsque vous parlez d'événements d'aujourd'hui, vous faites allusion à quel événement? Tout ce qui se passe, vous avez des coups d'État. On a 4 coups d'État en moins de quelques semaines. On a eu 4 coups d'État, y compris un échoué. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que l'Afrique est en train de perdre l'évolution qu'elle avait. Il ne faut pas oublier que sur le monde entier, nous avions une croissance économique qui était
assez remarquable pendant que tous les autres pays étaient en crise depuis 2007. Les États-Unis étaient en crise, mais nous avons une croissance quand même. On commente rapidement justement ces coups d'État militaires auxquels on assiste ces derniers temps, qui deviennent de plus en plus récurrents. Pour le président Laurent Gbagbo, dans sa dernière sortie, cela est le fait de coups d'État civils. Un commentaire? Non, je ne commenterai pas ce que les opinions de chacun, parce que ce sont les opinions. Mais je dis, et je le répète, ça tient encore à ce que je soulignais tantôt, nous sommes aujourd'hui à un moment d'interrogation de notre démocratie. Parce que ce n'est pas un hasard si tout cela arrive en même temps comme ça dans un pays. Si vous ne commentez pas, quelle explication vous donnez à tous ces coups d'État? C'est une opinion. Parce que lui, il a donné, justement, lui, il a donné sa raison. Pour vous, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces coups d'État? C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est pas parce que justement, il y a eu des alternances démocratiques qui devaient avoir lieu dans ces pays? On prend le cas de la Guinée et autres. Voilà. Il y a un cas d'école. C'est pas ce qui a conduit à tout ça. Il y a également des pays où il n'y avait pas de problème d'alternance, il y a des coups d'État. C'est-à-dire les coups d'État sont arrivés dans toutes les situations sont arrivées en Afrique. Il y a eu des situations où il y a eu des alternances ratées. Il y a eu des situations également où il y avait une stabilité. Il y a eu des situations où il y avait certains doutes, certains problèmes. Il y a eu des situations où on n'a pas compris du tout quelle était la raison du coup d'État. Et donc, il y a eu toutes ces situations qui sont arrivées en Afrique. Mais je dis, dans le contexte présent, nous sommes dans un espace CEDEAO dans lequel nous avons des règles, nous avons des chartes, nous avons des conventions, nous avons des principes que nous avons adoptés pour pouvoir vivre en paix et en bon voisinage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut peut-être que nous interrogions notre démocratie. Est-ce que tous les groupes ont la liberté d'expression? Est-ce que tous les partis politiques ont espoir un jour d'avoir, en jouant le jeu démocratique, de diriger? Est-ce que nos forces, nos armées ont tout l'encadrement, tout l'appui nécessaire pour faire le travail? Vous avez justement travaillé dans l'Afrique un peu, excusez-moi, vous avez travaillé partout un peu en Afrique. Vous avez parlé de la CEDEAO, son rôle au Mali. Oui. Ça, au moins, vous pouvez commenter. Oui, bien sûr. C'est pas une opinion, ce sont des décisions. Non, c'est pas une opinion. Je commente une opinion mise par un homme politique et son opinion. C'est ça. Mais l'analyse des faits, moi, j'analyse les faits. OK. Sachez d'abord que on est CEDEAO. On est CEDEAO avec des principes. On est Union africaine avec des principes. L'Union africaine a adopté depuis 2007 la charte africaine de la démocratie et des élections, qui est une charte qui proscrit toute prise du pouvoir en dehors des règles constitutionnelles. Et donc, nous partageons ces instruments. Il est normal que quand il y a des événements, que les gens puissent, que ces institutions puissent activer les éléments de réaction contre ces institutions. C'est très important. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Je dis, c'est une sorte de logique. Un pays? Il y a des mécanismes qui sont prévus. Il y a des mécanismes qui sont prévus chaque fois qu'il y a un changement non constitutionnel ou un changement inconstitutionnel du pouvoir. Il y a des mécanismes qui sont prévus et les chefs d'État ont estimé que c'est un mécanisme qu'il fallait activer. Maintenant, en termes de jugement de valeur, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça va aider à consolider, à ramener l'ordre civil, ou bien ça va empirer les choses? C'est là la question qu'on pose aujourd'hui. Moi, je ne suis pas économiste. Au cœur de ces mécanismes-là, est-ce qu'il n'y a pas l'être humain, les populations ne sont pas au cœur de ces mécanismes-là? Parce que lorsqu'on prend de telles décisions contre un pays comme le Mali, c'est vrai qu'il y a eu prise de position, on va dire, prise de pouvoir de manière antidémocratique, c'est vrai, ce qui est proscrit par l'UA, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que lorsqu'on prend ces décisions, c'est vrai, contre les hommes politiques, mais contre toute une population, des embargos où les avions ne peuvent plus voler, on ne peut plus desservir le pays? Est-ce que c'est cela la solution? Je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des embargos comme des peuples. Hein. Il y a eu également en Côte d'Ivoire. En 2010, il y a eu des situations pareilles. Est-ce que ce sont des faits à saluer ou bien ce sont des faits à encourager? Je prendrai l'appel de cœur du président Ouattara et du président Macky Sall. Le président Ouattara, dans une adresse il y a quelques semaines à Libreville, a dit que c'était à contre-cœur que les décisions avaient été prises, mais que le souci était de revenir à une stabilité dans le pays. Et je crois que peut-être, j'ai vu les dernières conciliations menées par l'Union africaine, je crois qu'on est en train d'évoluer vers un moment où il faut y avoir un assouplissement de ces mesures pour que le dialogue reprenne et qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel au Mali pour pouvoir poursuivre notre développement. Parce que quand le Mali est en difficulté, nous également nous sommes en difficulté. Donc, on parle de cela, il y a des peuples. Nous sommes des peuples solidaires. On ne peut pas accepter que des peuples souffrent à côté, qu'il n'ait pas de médicaments, qu'il n'ait pas de moyens, qu'il n'ait pas d'argent, pendant que les autres peuples sont à côté. Donc, tout ça a été, je pense que chacun a son émotion. Je dirais pas, je me prononcerai pas sur la justesse de la condamnation, mais je dis qu'il y a des instruments de pression sur des pays qui ont accepté de marcher d'une certaine façon dans un ensemble géographique à la CEDEAO. Mais ces pressions sont quand même énormes. Est-ce que c'est pas ça aussi, ça ne remet pas en cause les fondements ou bien les fondamentaux
d'une union comme comme l'Union africaine, quelque part? Parce que même si cette union a des leviers comme la CEDEAO pour aller prendre de telles décisions, franchement, contre un peuple, est-ce qu'en termes de fondamentaux, il ne faut pas revoir les choses à la base? Aller plus haut. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les choses? Aller plus haut, c'est-à-dire la sanction n'est que le résultat de quelque chose qui s'est passé. Allons plus haut. Pourquoi aujourd'hui les peuples africains, beaucoup de sections du peuple africain, parce que nous sommes un peuple, sont en négation des décisions de la CEDEAO ou de l'Union africaine? Allons plus haut. Et donc peut-être que, je l'ai dit, l'Union africaine et la CEDEAO aujourd'hui doivent questionner aussi leur mode d'action vis-à-vis des pays, vis-à-vis des régimes. L'acceptation des libertés, de la violation de la liberté d'expression, le jeu politique ouvert. Il faut peut-être le faire pour que les gens sachent que la CEDEAO, l'Union africaine, sont là pour représenter les peuples. C'est peut-être parce qu'il y a eu des moments de violation, il y a eu des moments de léthargie, il y a eu des moments de non-réaction que c'est un peu pour l'impression que la CEDEAO est seulement orientée vers quelque chose, vers des attentions particulières. Et je le dis partout. J'ai eu le privilège de travailler sur la charte africaine de la démocratie et des élections dans tout le processus. Je travaille pour EISA, Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, qui est une institution qui accompagne l'Union africaine dans l'élaboration, mais également dans ses missions, puisque je dis la mission électorale. Et donc, je me rappelle les débats qui ont eu cours pour pouvoir adopter. Et la charte était un grand espoir parce que ça arrivait à stabiliser et à partager des instruments communs de démocratie. Si aujourd'hui, des peuples disent qu'ils ne sont pas trop d'accord, c'est qu'on doit poser. Quelles sont les sévérités que nous devons avoir en direction de tout régime, peu importe le régime, et en fonction des actes que ce régime aura posés pour que les peuples se reconnaissent. Ça, c'est des choses qu'on doit espérer aujourd'hui. Mais il est dommage que les peuples, avec tout ce qu'on a fait comme cheminement, en viennent aujourd'hui à vouloir désagréger la force de l'Union africaine ou de la CEDEAO. On revient à la Côte d'Ivoire, le dialogue national entre les différents partis politiques. Un commentaire? C'est une initiative louable, mais je le répète, il faut que cette initiative débouche sur des recommandations claires. Il faut que les partis qui se sont engagés à négocier, parce que quand on va négocier, c'est parce qu'on sait qu'il y a problème. Si on dit qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on mentirait. C'est parce qu'il y a problème. Le pouvoir sait qu'il y a problème, l'opposition sait qu'il y a problème. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé d'aller au dialogue politique. Mais il faut que ce dialogue-là se fasse dans un esprit de consensus et qu'après le consensus, on ait la capacité de prendre des résolutions qui permettent de réorienter notre vie politique par la revue des lois de certaines institutions qui satisfassent tout le monde, un minimum de satisfaction. Cela passe par un esprit de consensus et de compromis des différentes parties engagées dans ces discussions. Pour vous, le consensus ou le compromis, ce serait quoi? Non, j'ai écouté les partis politiques, je sais qu'il y a beaucoup de récriminations autour de certains textes, notamment sur la question de loi électorale, sur la question de la CEI. Du côté du pouvoir également, il y a également des récriminations contre les attitudes souvent jugées belliqueuses de l'opposition. Dans quel sens? Non, je dis que chaque parti... Non, parce que je le dis dans quel sens, pourquoi? Parce que lorsque l'opposition est appelée à la table de négociation et qu'il y a comme une épée de Damoclès qui plane, où on dit, bon, il ne faut pas parler plus haut, parce que sinon il y a d'autres qui sont condamnés. Comment est-ce que vous jugez? C'est tout ce que je dis. Quand je dis un dialogue sincère, ça dit d'éclairer le climat pour que les libres expressions au cours du dialogue soient claires, pour que chacun puisse exprimer, pour qu'on puisse disséquer, analyser réellement c'est quoi les causes des problèmes politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire, tous ces 10 ans de cycle de conflit, toutes ces élections calamiteuses qu'on a. C'est quoi les causes? Donc, ça demande... Non, c'est ce que je dis. Au factuel. Mais le factuel, lorsqu'il y a cette épée de Damoclès où on veut intimider les gens, comment est-ce que vous voyez ça, M. Vincent Tobie? Le climat de la négociation soit libre. C'est ce que je dis. Le climat de la négociation, il ne faut pas qu'il y ait des pressions quelconques sur des personnes qui vont en négociation. C'est ce que je suis en train de dire. Je parle du climat de la négociation. Tout le climat, toute l'atmosphère qui entoure les négociations ne doivent pas être marquées par des pressions quelconques qui pourraient faire dévoyer l'objet de la discussion. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a réclamé. Nous, en tant que société civile, c'est ce qu'on dit. Voilà. Dans le même temps, aussi du côté du pouvoir, ils ont souvent estimé que peut-être il y a eu des attitudes belliqueuses du côté de certains agents, de certains représentants de l'opposition. Et tout ça demande que, bon, on remette tout à plat et qu'on parte à... Parce que tout le monde gagne. Si vous êtes aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir, que vous avez la capacité de prendre des décisions sur des personnes, mais sachez également que demain, vous serez dans l'opposition, les gens vont prendre des décisions sur vous. Et c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a une situation brutale de pouvoir qui est malheureuse. Il faut qu'on arrête ce cycle-là. Il faut que chacun vienne, serve, parte et vive librement dans le pays. Donc vous êtes au pouvoir aujourd'hui, mais demain vous serez dans l'opposition, comme tout le monde a été d'ailleurs. Mais vous qui êtes dans l'opposition, demain vous serez au pouvoir et vous allez subir également ce que les gens font si vous voulez que perturber la vie politique. Donc nous, en tant que population, ce que nous disons, c'est demander aux politiciens de jouer un jeu. On ne demande pas un jeu franc au sens d'honnêteté, de probité, de propreté. Mais on demande un jeu qui respecte les textes et qui permettent à la population de vaquer à ses occupations et d'aspirer au bonheur. C'est ça le but de la politique. Selon vous, depuis les dernières élections en Côte d'Ivoire qui ont été très contestées,
avec le boycott et tout. Est-ce que vous pensez que depuis ce temps, il y a eu une certaine embellie au niveau de l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire? La première embellie, d'abord, c'est le retour de Laurent Gbagbo. L'autre embellie, c'est la pacification des relations relatives. Je dis, c'est une pacification relative entre le président Bédié et le président Ouattara, qui se sont rencontrés, je crois, début novembre 2020, quand la crise était chaude. Quand ils se sont rencontrés, ça a carrément baissé. Nous, on faisait le monitoring de la violence dans les localités. Dès que le président Ouattara a rencontré le président Bédié, tout s'est tassé, tout s'est calmé. Le président Gbagbo est rentré. Aujourd'hui, vous voyez, le président Gbagbo, il fait des meetings, il s'exprime librement. Donc, c'est pour ça que nous disons à tous les partis politiques que la liberté d'expression stabilise un pays. À partir du moment où les gens peuvent s'exprimer, peuvent évoquer des idées, il n'y a plus de raison de recourir à la violence. Donc, nous encourageons l'opposition à permettre des échanges libres avec le pouvoir. Mais le pouvoir également de permettre que tous les partis, toutes les personnes, toutes les collectivités, toutes les forces, toutes les intelligences qui veulent s'exprimer puissent s'exprimer. Donc, il y a quand même cette embellie au moins. Vous sentez une menace actuellement, vous sentez qu'il va y avoir une marche demain, après-demain, vous sentez que dans les journaux, il y a le feu. Non. Mais il faut maintenir, mais également consolider, en donnant satisfaction à certaines doléances qui semblent faire l'objet de préoccupations de la part des partis politiques, comme je l'ai dit tantôt. Pour d'aucuns, les trois grands leaders politiques de la Côte d'Ivoire qui, pendant ces dernières années, fait la une des journaux, je dirais ça comme ça pour ne pas employer d'autres termes beaucoup plus éloquents, devraient prendre leur retraite. Vous, quel est votre avis là-dessus? Ils devraient s'éclipser, ces trois leaders. Je vais parler du président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié. Vous, en tant que leader d'opinion, on vous pose la question aussi de manière directe. Est-ce que c'est votre souhait que ces trois personnes-là puissent s'éclipser de la scène politique ivoirienne? Oui, tout à l'heure, je parlais de liberté, je parlais de démocratie, je parlais de libre choix. En démocratie, il y a des textes qui sont des textes de base qu'on respecte. Mais également, il y a des aspirations, des choix du peuple. Au lieu de demander que les gens s'éclipsent, ce que chacun ne ferait pas, vous savez, le pouvoir, ce que c'est, vous savez, la volonté de diriger. Mais pourquoi le peuple ne s'organise pas lui-même pour faire ses choix qui lui permettent d'évoluer comme il veut? Parce que ce sont les exclusions. Si demain vous excluez le président Laurent Gbagbo, vous aurez des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne parle pas d'exclusion. J'arrive, mais c'est ce que vous voulez. Si non, pas que ce qu'on veut. Moi, je vous pose la question. Vous dites c'est ce que les gens veulent. Certaines personnes voudraient que ces trois s'éclipsent de la scène. Oui, mais voilà. Les trois, sans exclusif. Dans quel type de démocratie vous levez un beau matin, vous dites toi et toi et toi, à partir de vous n'êtes plus ici? La façon de le faire, c'est la sanction du vote, c'est la sanction populaire. Ils sont candidats ou ils ne sont pas candidats. Si vous les excluez, ils ont derrière le président Ouattara a du monde derrière lui. Le président Laurent Gbagbo a du monde derrière lui. Le président Bédié a du monde traditionnel et tout derrière lui. Et tous ces mondes-là, comment vous les gérez si vous les excluez? Vous allez venir prendre un pouvoir en ayant exclu. Mais vous devez faire face à des gens qui ont l'impression que vous avez obtenu ce pouvoir indûment parce que vous les avez exclus. Et vous serez encore à nouveau menacés. Donc la meilleure option, ce n'est pas forcément de regarder l'exclusion. Vous, peuple, c'est vous qui choisissez. Chaque individu, que vous soyez président ou manœuvre, vous avez une seule voix. C'est vous qui décidez. Si vous décidez que vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui a 110 ans, c'est ce que vous avez décidé. Mais si vous décidez de donner le pouvoir à quelqu'un qui a, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, ou qui a des idées lumineuses, qui a 20 ans, je ne sais pas à quel âge les nouveaux textes vont adopter, c'est vous qui décidez. Et c'est ce qu'on dit encore dans les différents livres. Le choix appartient au peuple. Laissons la question de l'exclusion qui va nous conduire encore à des crises à répétition. Mais mettons plutôt la question sur est-ce que notre peuple est mature pour pouvoir choisir celui qui veut avancer. Des peuples tels que le peuple français ou d'autres peuples en Nouvelle-Zélande, en Autriche, ont voté pour des présidents qui ont 25 ans, qui ont 31 ans, qui ont 39 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple est suffisamment mature pour regarder? Pendant que vous le réclamez, vous êtes les premiers à aller au meeting et à défendre ces vieux. Vous voyez, même quand il y a des jeunes qui ont des initiatives, ce sont des jeunes qui détruisent. Ce sont les jeunes qui défendent les vieux tout le temps. Ce sont eux qui sont les turiféraires. Ce sont eux qui se battent. Ce sont eux qui, quand ils voient un jeune faire une activité, tout de suite, ils veulent tout détruire parce que bon, qui es-tu pour faire ça? Et ce sont eux là qui réclament comme maintenant. Moi, je ne suis pas pour une exclusion. Allons dans le terrain démocratique et le peuple choisit qui il veut. De façon claire. 2025, on aura un espace démocratique. On voit émerger pas mal de jeunes leaders politiques. Guillaume Soro, Jean-Louis Billon, Charles Blé Goudé, et j'en passe. Monsieur Vincent Toby-Urié pourrait en faire partie? Je pense que je fais déjà partie, je me considère comme faisant partie déjà des personnes, même si je ne suis pas aussi jeune que ça, je me considère comme faisant partie des personnes qui veulent partager avec l'opinion certaines choses, voilà, en exerçant des responsabilités. Mais en dehors de ça, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. J'étais un leader d'opinion au niveau africain et au niveau international par mes ouvrages, par mes actions. Je formais les sociétés civiles en Afrique, au Mexique, je ne sais pas, à Ottawa. C'est rassurant déjà de savoir qu'avec cette vague de pour moi, ça va de soi. Voilà. J'ai fait ça au niveau international. C'est aujourd'hui qu'on me connaît en Côte d'Ivoire. Mais ce que je fais en Côte d'Ivoire, je l'ai fait dans beaucoup de pays en Afrique.
Donc aujourd'hui, je veux que ma voix porte pour des valeurs, pour promouvoir des valeurs, pour aider. Au-delà des valeurs, peut-être pourquoi pas aller à la faveur du suffrage universel. Monsieur Guillaume, vous ouvrez tout le temps, vous tous, vous êtes obsédés par cette préoccupation. Non, je ne sais c'est pas que nous sommes obsédés. Mais vous tous, moi, personnellement, c'est pas une obsession pour moi. Mais je sais, je le dis parce que j'estime qu'en tant que leader d'opinion, au vu des idées que vous développez et au vu de l'aspiration que vous avez pour le peuple, forcément, et pour avoir eu à servir l'administration à un haut niveau, c'est une conséquence directe. Après, maintenant, je vous comprends mieux, votre préoccupation. C'est un peu ça. Je pense que pour l'instant, nous travaillons à partager des idées. Parfait. À influencer positivement l'opinion, à partager des valeurs. Et pour nous, c'est essentiel pour ce moment-là. Si demain il y a d'autres responsabilités qui se présentent à nous, on appréciera, ou on verra. Ou on verra si nous-mêmes nous devons engager des actions particulières. Mais pour l'instant, je pense que c'est important. Et j'encourage tout le monde. Il y a des gens qui sont très influents, mais qui sont... on n'a pas une lumière. Si les gens estiment que vous avez une influence positive, mais brillez pour eux. Mais il y a des gens dans ce pays qui ont cette capacité, mais qui brillent pour leur famille, pour eux seuls, parce que c'est une lampe qui est enfermée sous un drap. Donc chacun contribue. Et quand on dit briller, ça ne veut pas dire être au firmament d'un éclat national. Ça peut dire que vous êtes un espoir pour la communauté. Nous prenons plaisir à nous abreuver à vos valeurs. On va se prononcer rapidement, on est vers la fin de cette interview. Sur les dernières sorties en fin d'année du président Soro Guillaume, on a vu le GPS dissous, mais il a fait une déclaration via les réseaux sociaux où on a vu pratiquement tous les présidents des différentes sections lui poser des questions. Ça avait quelle connotation pour vous? Pour moi, je pense que c'était un très bon exercice. Hein. Moi, ma position d'abord en tant que citoyen ivoirien, c'est que tout le monde s'exprime. C'est très clair. Je ne suis pas pour qu'on étouffe des libertés quelconques, à plus forte raison, des libertés de personnes qui sont influentes dans l'opinion. Et je suis pour que tout le monde s'exprime. Si le président Soro Guillaume a choisi de parler à tout le monde, mais c'est bien, toutes ces bases. Et c'est là que la puissance de Facebook que certains ignorent, capable aujourd'hui d'écouter des populations de Saint-Purgo, bien des populations des Bicro, bien des populations de l'audio, répondre, savoir qu'est-ce que cette personne pense, quelles sont leurs aspirations. Et pour moi, c'est une très bonne entreprise de communication, mais également de population de base. On a besoin que les différentes populations soient encadrées par des convictions politiques, par des hommes politiques qui encadrent et qui orientent ces populations. Et je pense que c'est un très bon exercice. J'encourage tout le monde à le faire. Le président Macron l'a fait il y a quelques mois, de cela, en invitant la société civile à communiquer directement. Je suppose que tous les leaders, tous les grands patrons de partis politiques le font également. Ils rencontrent des populations en off comme en officiel. Et donc, c'est important. C'est ça qui permet de savoir quel est le pouls du peuple. Et c'était ça un peu le rôle, notre rôle, nous, en tant qu'administrateurs. C'est de savoir que pense la population, quelles sont ses aspirations. Donc, c'est très bien. J'encourage ce type de rapport direct. Parfait. Depuis le 31 mars 2021, depuis son acquittement définitif à la CPI, Charles Blé Goudé est en attente de son passeport. Le président Laurent Gbagbo s'est prononcé sur le sujet il n'y a pas longtemps. Vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Pas sur lui, son opinion. Je l'ai déjà dit hier encore dans une interview. Je l'ai dit pour moi. Je vous ai aujourd'hui en face de moi. J'aimerais bien. Moi, je vous pose la question à mon tour. Moi, mon approche est fonction de ma formation aussi. J'aime pas trop particulariser les situations nationales. Je répète, que j'aimerais que tous ceux qui ont un rôle national à jouer reviennent et jouent ce rôle national. C'est ça qui va assurer la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je le dis tout le temps. Aujourd'hui, ça s'applique à Blé Goudé, mais hier, ça s'appliquait à des gens qui étaient en exil, qui exercent le pouvoir. C'est vrai que vous voulez pas commenter. Ça s'applique aussi. Non, mais c'est le commentaire. Je dis que... non, mais parce que j'allais venir au commentaire. Mais il s'agit de Blé Goudé. J'allais venir au fait que le président Laurent Gbagbo dise que c'est parce que le président Alassane Ouattara refuse de donner le passeport au président Laurent et à Charles Blé Goudé, c'est pour ça depuis il n'est pas là. J'allais vous demander de commenter ça, mais bon. Oui, mais c'est une opinion. Mais non, pas voilà. C'est une opinion. Pourquoi je l'entendais bien. Mais non, discute. Pourquoi vous attendez bien? Non, je l'entendais bien, que vous n'alliez pas commenter. Non, parlez des faits. Les faits. Justement. Mais pourquoi vous voulez que je discute l'opinion de quelqu'un? Selon vous. Non, commentez simplement. Oui, parce que l'opinion, je ne vais pas passer mon temps à juger ce que Laurent Gbagbo dit, ce que Alassane Ouattara dit, ce que Bédié dit. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le pouvoir refuserait à Charles Blé Goudé? Mais je ne suis pas dans le pouvoir, moi je suis un citoyen comme vous. Bon, en tant que leader je ne suis pas ministre de la République. Bon, selon vous, j'ai aucun rôle dans la République. Vous qui aviez été le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et Premier ministre ensuite, aujourd'hui, le fait que le président Alassane Ouattara refuse le passeport à Charles Blé Goudé, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, d'abord, donc je répète, ce n'est pas à moi de justifier un acte qui est pris par le gouvernement. Je ne réponds pas du gouvernement. Je n'ai pas été mandaté par le gouvernement pour justifier un acte. Je n'ai pas été mandaté. Mais je réponds à cette question, je dis, je ne particularise pas les réponses. Je dis que
que tous ceux qui ont une certaine influence, qui peuvent contribuer au développement politique de la Côte d'Ivoire, aux idées, toutes ces personnes-là doivent être, on leur donne l'opportunité de s'exprimer et d'animer la vie politique. C'est ce que je dis, je ne particularise pas. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et peut-être au-delà de Blé Goudé, il y a des personnes qui voulaient rentrer, et qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, qui ont également ces problèmes, mais dont on ne parle pas, qui sont peut-être nombreuses. Donc je dis qu'il faut ouvrir l'espace à tous ceux qui voudraient venir. C'est comme ça qu'on stabilise la vie d'un pays. Partout, ça a été comme ça. Quand il y a une crise violente, le pays retrouve sa stabilité avec le retour de tous ceux qui sont partis par force ou pour des raisons majeures. On termine rapidement par le titre de ce chapitre, « Risque de somalisation de la Côte d'Ivoire », page 124 dans l'ouvrage « Jour de colère ». C'est pas trop fort, ça? Non, c'était à l'époque, c'était en 2011, parce que c'était au plus fort de la crise. Hein. Je me rappelle, vers fin mars, regardez la date là, parce que chaque article a sa date, regardez la date de fin. 26 janvier 2011. Voilà, c'était au plus fort de la crise, où il y avait des factions qui naissaient ici, des bandes armées non contrôlées. On avait des rapports de personnes qui étaient tuées dans la rue. Donc, on était arrivé à un moment où la sécurité n'était plus contrôlable. Et donc, je mettais en garde l'ensemble des factions qui combattaient à l'époque, qu'il y a un risque de démembrer la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un risque de somalisation. Et mon rôle à l'époque, en tant qu'expert en gestion des conflits, en prévention des conflits, c'est chaque fois d'envoyer des signaux à toutes les parties pour dire attention, on va vers l'abîme. Bien heureusement qu'on n'y est pas arrivé en tout cas. Jour de colère, un ouvrage écrit par M. Vincent Tobé-Irié. Tribulation, Vincent Tobé-Irié. C'est lui qui a écrit tout ça. Hein. Face à Facebook, la rage de vaincre. Je vais prendre le petit accent people. Le monsieur, il est trop fort. Il a écrit 6 ouvrages à quelques mois lui seul. L'étrange préfet. Mais ce soir, nous avions en face de nous un homme politique. Nous avions en face de nous un leader d'opinion, un auteur, un monsieur chantre des valeurs. Et il a pris plaisir, comme ça a été toujours le cas où on vous a sollicité, vous avez pris plaisir à répondre à nos questions. Je voudrais vraiment vous dire merci pour cela, pour l'honneur que vous nous faites chaque fois. Un mot fort pour conclure. Merci, c'est tout. Merci. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout? Ouais. C'est tout? Merci beaucoup. Non, un petit mot fort. Parce que qu'est-ce qui pourrait amener, parce que là, le prétexte communicationnel, ce sont ces ouvrages. Qu'est-ce qui pourrait amener l'Ivoirien lambda à se dire, oui, c'est vrai, monsieur Vincent Tobé-Irié a produit de belles réflexions, il faut que j'aille quand même acheter un ouvrage. Un petit mot quand même pour ça. Non, c'est merci. Comme je le disais tantôt, nous avons fait des réflexions, nous contribuons à la vie littéraire, à la vie sociale de la Côte d'Ivoire et nous avons foi en ce pays. Nous avons foi en ce pays. Il y a tous ces jeunes qui sont là derrière les caméras. Je le disais à l'autre interview, c'est des gens qui ont des idées, ils ont des petites entreprises qui montent. Il y a un dynamisme, il y a une vibration des capacités. Et moi, je crois que ça va forcément un jour arriver à construire une Côte d'Ivoire des valeurs, et une Côte d'Ivoire rayonnante, où le bonheur est partagé. Comme voilà, chaque génération se demande, chaque pouvoir fait ses efforts, et chaque pouvoir qui vient construit au-dessus du pouvoir qui était déjà fait. Et donc, j'ai foi qu'on va arriver à stabiliser notre pays dans un développement harmonieux, et que tout le monde pourra contribuer bien au développement de ce pays-là. C'est ça le message. En tout cas, nous partageons avec vous cette foi, surtout cette foi de voir la Côte d'Ivoire se développer. Il y a de grands chantiers. Prions que la Côte d'Ivoire puisse se construire véritablement pour le bonheur des générations à venir et pour le bonheur de toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Nous avons pris plaisir, encore une fois de plus, à échanger avec M. Vincent Tobé-Irié. Merci infiniment. Merci. Monsieur le préfet, parce que vous nous l'avez dit, vous êtes toujours préfet. Après, en tout cas, la mise à disponibilité, on aimerait bien vous voir soit à Abidjan, à Yamoussoukro ou dans bien d'autres localités de la Côte d'Ivoire pour toujours apporter cette chaleur, cette nouvelle manière de manager l'administration territoriale. En tout cas, ça va faire longue date. Forcément, aujourd'hui, lorsqu'on parle de préfet en Côte d'Ivoire, on fait référence à Vincent Tobé-Irié. C'est pas usurpé, c'est parce que vos actions ont parlé d'elle. Merci à tous ceux qui vont voir cette interview. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People.